Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver dans Bienvenue en Ile-de-France. Comme la saison dernière, j'aurai le plaisir de décrypter en votre compagnie toute l'actualité qui secoue l'Ile-de-France chaque vendredi. Et ceux qui vont être particulièrement secoués à partir de la semaine prochaine, eh bien, ce sont les 539 000 élèves qui vont rentrer dans les lycées franciliens, des établissements scolaires qui sont de plus en plus à la pointe en matière de technologie. Mais est-ce que cet assaut numérique représente véritablement un atout pour nos élèves? Eh bien, on en débat en tout début d'émission. Faire à tête avec un T-Rex plonger dans les profondeurs marines du Jurassique ou bien se mettre dans la peau d'un archéologue. Voici la promesse de l'exposition Dino Alive qui se tient actuellement porte de Versailles à Paris. Un voyage dans le temps qui plaira aux petits comme aux grands. Et enfin, nous accueillerons en toute fin d'émission Françoise Dargent, rédactrice en chef culture au Figaro, qui nous donnera 3 idées de sortie afin que le dernier week-end du mois d'août soit placé sous le signe de la distraction. Allez, il est temps pour moi de vous présenter les invités qui vont m'accompagner lors de cette première partie. Pierre Licia, vous êtes conseiller régional d'Île-de-France. Bonjour, soyez le bienvenu autour de cette table. Jean-Baptiste Noyac, vous êtes avec nous, vous êtes le cofondateur des écoles Excellence Ruralité. Soyez également le bienvenu dans cette émission. Et enfin, Adrien Misson, vous êtes avec nous à distance et vous êtes référent lycée général et technologique du syndicat des enseignants UNSA. Bonjour et soyez également le bienvenu sur Figaro TV. Alors désormais, ce sont donc 50 manuels qui seront mis à disposition des élèves et des profs sur la plateforme qui s'appelle en bon français Pearl Trees. Les manuels scolaires papier, c'est un truc de boomer, très clairement? Non, c'est pas un truc de boomer, c'est un truc déjà très lourd à porter. Et je ne sais pas si vous vous souvenez de vos années, de vos années lycéennes, même collégiennes, où on devait se porter des cartables qui pesaient parfois 7, 8, parfois 10 kilos. Donc c'est une dématérialisation qui est proposée. En fait, c'est ni plus ni moins qu'un nouvel outil, une innovation pédagogique que la région met à disposition des élèves et des enseignants. C'est en aucun cas, comme on a pu l'entendre parfois, une obligation pour les professeurs et pour les élèves de passer sur le numérique ou sur le tout numérique, et encore moins une obligation d'abandonner les livres. La liberté pédagogique reste le principe pour nous à la région de l'Île-de-France, et donc ce sont les professeurs, ce sont les proviseurs, ce sont les établissements qui décident ou non de passer à la dématérialisation ou pas. Et est-ce que c'est simplement pour éviter les maux de dos des élèves que vous avez désormais choisi de dématérialiser un maximum les manuels scolaires? Pas simplement. Ça fait partie évidemment des considérants, mais pas seulement. On s'est rendu compte que d'abord, les manuels scolaires finalement étaient de moins en moins utilisés même par les professeurs, parce que les professeurs construisent leurs cours et maintenant vous avez de plus en plus de tableaux, de projections, de tableaux tactiles, etc. Donc les professeurs ont la liberté de construire leurs cours comme ils le veulent, et on se rend compte que les manuels papier sont de plus en plus délaissés. Et surtout, on a cette innovation-là, qui sont à la fois des manuels éditeurs, mais aussi des nouveaux manuels qui sont construits par des enseignants, avec les inspecteurs académiques, avec des contenus qui sont validés par l'éducation nationale, sont des contenus beaucoup plus interactifs, une sorte d'arborescence de ressources et de contenus mis à disposition des enseignants et des élèves pour adapter les enseignements, les savoirs, avec une petite dose d'IA, une IA souveraine qui permet justement d'adapter les enseignements et finalement d'avoir beaucoup plus de liberté et de souplesse dans la façon dont les professeurs peuvent enseigner, là où parfois le manuel papier peut sembler rigide. Mais encore une fois, il n'y a aucune obligation pour les professeurs d'abandonner les manuels papier pour passer au numérique. Alors absolument, c'est peut-être effectivement l'atout principal. On peut amender un manuel numérique dans la mesure où ça se trouve sur une plateforme et qu'on peut effectivement la faire évoluer au fil du temps. Ça, vous y êtes favorable ? Moi, j'ai pas de difficulté avec l'utilisation de la technologie à l'école. Je me méfie simplement juste de la volonté de toujours rendre les choses plus interactives et plus faciles d'appropriation, parce que je pense que une des vertus de la recherche, c'est justement d'aller se faire un peu mal, si vous voulez, d'aller chercher une information qui ne vient pas naturellement. L'apprentissage ludique, c'est pas forcément une bonne idée. En tout cas, je crois que ça ne peut pas être la seule manière d'apprendre. Je crois qu'il faut... aujourd'hui, on est confronté à des situations avec des enfants qui sont en permanence sur des réseaux sociaux, dans des jeux vidéo qui sont pensés pour être très, très ludiques et très... qui les captent, en fait. Et donc, il y a beaucoup plus de difficultés à se concentrer et à faire un effort pour aller chercher les informations. Donc, je me demande si on ne devrait pas chercher, au contraire, à rendre la recherche plus âpre, en tout cas à entraîner les enfants
à accepter ce genre de difficultés plutôt qu'à faire tomber ces barrières, parce que c'est aussi ensuite des facultés de recherche qui sont moins acquises pour la suite. Adrien Misson, vous êtes avec nous à distance. Est-ce que vous partagez ce constat? Est-ce que vous pensez aussi que finalement, rendre l'apprentissage ludique, ce n'est pas forcément rendre service aux élèves? Écoutez, le but principal, c'est d'acquérir pour nos élèves la pleine maîtrise de l'ensemble des compétences. Donc, via un manuel ou non, la question doit se poser. Elle doit se poser en équipe pédagogique et ensuite, il y a une décision qui doit être prise par les équipes avec un manuel papier ou un manuel numérique, pourquoi pas, ou voire même pas de manuel. On a des enseignants qui préfèrent aller chercher, piocher des documents par-ci, par-là, sans s'enfermer dans un support. Et ça doit être respecté, comme l'a dit votre invité très bien. Et c'est vrai, Pierre Licia, vous disiez à juste titre que les établissements ont une marge de manœuvre. Ils ne sont évidemment pas obligés de passer au tout numérique, mais force est de reconnaître que ça a un grand succès quelque part, puisque un lycée sur deux a fait le choix de passer exclusivement au numérique. Ça veut dire qu'à un moment donné, on arrivera au tout numérique. Écoutez, encore une fois, notre principe, c'est la liberté pédagogique, et ce sont les enseignants et les établissements finalement qui décident. Aujourd'hui, on a lancé une consultation il y a quelques années pour savoir si les établissements voulaient passer ou non au tout numérique. On a aujourd'hui 50% des établissements, vous l'avez dit, qui sont restés au papier et 50% qui sont passés au tout numérique. Encore une fois, c'est la liberté de chacun de décider ce qu'il souhaite. Et encore une fois, de voir en fonction aussi de la flexibilité, de la souplesse que ça offre. Vous parliez de ludique. C'est en rien ludique. C'est-à-dire que les manuels aujourd'hui papier, vous ne les considérez pas comme ludiques. Il en est de même pour les manuels dématérialisés ou les manuels libres que l'on a créés. Il n'y a rien de ludique. En revanche, c'est un support et c'est un outil qui permet peut-être davantage de choses, d'immersion et surtout d'adapter les enseignements, les savoirs et les évaluations au niveau des élèves. Et ensuite, ce sont les professeurs. In fine, ça reste les professeurs qui font leur enseignement. Et Pierre Licia, comment expliquez-vous qu'aujourd'hui 50% des établissements ne soient pas exclusivement au numérique? Quelles sont les réticences que ces établissements amènent sur la table? Alors, sur les choix des établissements, c'est variable parce que pour certains établissements, ce sont les proviseurs qui prennent la décision en concertation avec les professeurs. Pour d'autres, ce sont les conseils d'administration qui votent. Donc, chaque établissement choisit de passer au numérique ou non en fonction même des considérations et des spécificités de l'établissement. Et par ailleurs, quand bien même vous êtes un établissement qui avait fait le choix du papier, vous avez quand même accès à Pearl Tree et vous avez quand même accès aux manuels libres qui sont cette arborescence de contenu que les professeurs, que les enseignants peuvent enrichir eux-mêmes avec leurs propres ressources. Et là, depuis le lancement, il y a 50 millions de ressources supplémentaires qui ont été injectées dans ces manuels par les enseignants eux-mêmes, qui sont ensuite validés par l'Éducation nationale. Donc c'est quelque chose qui est beaucoup plus évolutif. Et qui finalement est façonné directement par les enseignants. Donc quand bien même vous êtes au papier, vous pouvez utiliser Pearl Tree parce que ne serait-ce que les manuels éditeurs qui sont numérisés sont accessibles maintenant via la plateforme unique Pearl Tree, ce qui n'était pas le cas précédemment où il y avait 7 interfaces différentes pour avoir accès aux documents, ce qui n'était pas facile pour personne. Et donc là, aujourd'hui, quand bien même il y a 50% des établissements qui sont passés au numérique, vous avez 65%, pardon, je vous dis un mauvais chiffre, 85% des enseignants aujourd'hui qui sont passés, qui sont utilisateurs de Pearl Tree. Quand bien même ils sont restés au papier. Alors on va revenir justement sur ce chiffre, mais je voudrais avoir aussi l'avis des parents d'élèves finalement. Quel regard pose-t-il sur cette innovation technologique? Parce que je me mets un instant à leur place, c'est vrai que vous évoquez le siècle passé, n'est-ce pas, quand on avait nos bons vieux manuels papier, où on était dans notre chambre et on faisait nos devoirs, et à ce moment-là, les parents savaient pertinemment qu'on était en train de réviser nos leçons ou qu'on était en train de faire nos exercices. En revanche, quand un élève se trouve dans sa chambre avec un ordinateur face à lui, c'est beaucoup plus compliqué aussi, peut-être pour un parent, de contrôler s'il est en train de véritablement travailler. Est-ce que c'est une crainte dont vous avez déjà entendu parler? Bien sûr, les parents aujourd'hui sont confrontés à une invasion du numérique dans la vie de leurs enfants. Alors c'est moins l'ordinateur, pour être tout à fait franc, que plutôt le smartphone, hein, c'est vraiment ça le sujet. Et donc finalement l'ordinateur ou la tablette peuvent revêtir beaucoup plus cette fonction de travail
que ne l'est le smartphone. Donc moi, je ne suis pas du tout hostile à l'utilisation du numérique. Je pense que c'est indispensable que des lycéens, par exemple, puissent aller faire des recherches sur un ordinateur. Encore une fois, le vrai sujet, c'est de se dire, est-ce que l'objectif, c'est de rendre les apprentissages forcément plus immersifs, typiquement. Je pense qu'on a un vrai sujet de capacité justement à permettre à nos jeunes de s'immerger par la concentration, par la volonté, et donc de changer de mouvement, si vous voulez, que ce soit plus un mouvement passif où on se laisse immerger par des contenus qui nous sont proposés, mais où c'est à nous-mêmes d'aller faire cet effort de volonté pour rentrer dans les contenus. Et donc c'est ça, à mon avis, qu'on doit réussir à travailler. Et de quelle manière la région, d'ailleurs, aide-t-elle les familles à s'équiper en matériel informatique ? Est-ce qu'il y a une aide qui leur est allouée de façon à ce qu'ils puissent aussi avoir un ordinateur ? Alors, c'est même mieux qu'une aide, c'est-à-dire que la région dote tous les lycéens d'Île-de-France, tous sans exception, d'un ordinateur portable. Un ordinateur portable qui est un ordinateur qui est pensé pour étudier, pour être utilisé en classe et être utilisé à la maison. C'est-à-dire que c'est une machine qui ne permet pas d'aller sur un certain nombre de sites où l'usage, il n'y aurait aucun intérêt pour l'élève. Il y a un certain nombre de garde-fous sur ces ordinateurs. Même, on a eu des critiques d'ailleurs au lancement parce que les ordinateurs n'étaient pas suffisamment puissants ou ne permettaient pas, il y avait trop de verrous, dirons-nous, qui empêchaient finalement les élèves d'aller faire du gaming, d'aller sur certains sites, etc., sur les réseaux sociaux, etc. Donc ce sont des machines qui sont très robustes, qui permettent d'avoir accès à tous les documents et dans l'échange avec les professeurs, d'avoir accès aux cours, aux manuels et de pouvoir envoyer les devoirs, etc., directement via l'interface avec les enseignants. C'est des outils qui peuvent s'utiliser aussi bien en ligne que hors ligne. Il n'y a pas nécessité d'avoir une connexion Wi-Fi pour pouvoir avoir accès à Pearl Tree, par exemple. On a fait le choix de doter l'ensemble des élèves parce qu'en fait on s'est rendu compte qu'il y a des inégalités dans les familles où vous avez des élèves qui sont surdotés en équipement informatique là où d'autres se partagent une tablette pour 5 enfants. Et donc la moindre des choses c'était de permettre à tous les élèves d'être sur ce pied d'égalité, d'avoir un unique outil commun à tout le monde avec l'ensemble des ressources disponibles. Et ça coûte combien à la région ce type de choses ? Alors sur les budgets, le budget lycée aujourd'hui, c'est 1,8 milliard de la région. C'est le premier budget de la région. Donc c'est assez conséquent. C'est quand même une économie pour les familles. Parce qu'aussi bien sur l'équipement en ordinateur que sur les manuels, on parle beaucoup de manuels, ce qu'on ne dit pas, ce qu'on oublie de dire, c'est qu'il n'y a pas d'obligation pour les régions de financer la gratuité des manuels pour les familles. Ce que fait la région Île-de-France depuis 2015, nous finançons les manuels scolaires pour les familles, ce qui fait un coût pour les familles pourvu que vous ayez 1 ou 2 ou 3 enfants, qui est pas négligeable. Donc gratuité des manuels, gratuité des ordinateurs, et puis on a équipé évidemment l'ensemble des établissements, ce qui n'était pas le cas avant qu'on arrive aux affaires, de réseau Wi-Fi, tout simplement, parce que c'est la moindre des choses quand on veut justement numériser l'enseignement. Adrien Misson, comment les enseignants appréhendent-ils ces outils numériques ? Est-ce qu'il y a des formations qui ont été organisées ? Est-ce que ces enseignants sont plutôt réticents ou bien au contraire très volontaires et très enthousiastes à l'idée justement de pouvoir travailler ces manuels numériques et de proposer des cours sur le digital ? Il y a une réelle envie enseignante de travailler avec ces ressources, évidemment. Le but, c'est une nouvelle fois la maîtrise des compétences. On est vraiment sur le fond. Maintenant, vous mentionnez la formation enseignante. La formation enseignante, elle est clairement moribonde, il faut le dire très net. Il y a un vrai danger. Les enseignants se forment de moins en moins, tout simplement parce qu'on leur propose des formations le week-end, pendant les vacances, le soir après leur journée de travail. Donc il y a une vraie alerte qui est posée par notre organisation syndicale pour défendre la formation continue et initiale des enseignants, notamment sur ce sujet qui est le numérique, qui représente effectivement une vraie chance d'acquérir les compétences pour nos élèves. Je le redis, mais c'est vraiment ce qui nous soucie et ce qui nous anime au quotidien dans nos métiers.
Et donc, évidemment, on a envie de s'emparer du numérique à l'école, mais une nouvelle fois, la formation pêche, et puis l'outillage des établissements aussi. On a encore des établissements qui se retrouvent avec 2 salles informatiques où on a 20 postes à tout casser dans la salle. On a des classes à 35. Vous faites même pas rentrer une classe dans la salle. Donc, pour travailler, ça demande énormément d'adaptabilité de la part des enseignants, et effectivement, il va falloir que notre ministère et que l'ensemble des collectivités territoriales de France veillent à ce que l'ensemble des établissements scolaires soient dotés et donnent les chances aux enseignants et aux élèves de pouvoir effectivement profiter du numérique pour améliorer la maîtrise des compétences. Alors, j'ai entendu effectivement que la région Île-de-France, à laquelle je n'appartiens pas, dans laquelle je n'enseigne pas, en tout cas, offre effectivement un ordinateur portable à l'ensemble des élèves de seconde. Ça va évidemment dans le bon sens. On ne peut que appeler de nos voeux à ce que cette démarche se généralise et qu'on aille évidemment bien au-delà. On a encore évidemment une marge de progression énorme. La révolution numérique, elle est en marche, sans mauvais jeu de mots, mais elle est très très lente sur le terrain en tout cas. Pierre Licia. Un mot peut-être pour rebondir sur ce que vous disiez à l'instant, sur la formation. Alors, il y a 2 choses. Il y a la formation continue des enseignants qui ne relèvent pas des compétences régionales. Bien sûr. Et effectivement, il faut certainement repenser la formation des enseignants et l'adapter. Pour ce qui est de la formation aux outils numériques mis à disposition par la région Île-de-France, aujourd'hui, à l'heure actuelle, on a déjà 10 000 enseignants qui ont été formés à l'outil Pearl Tree et à l'ensemble des contenus et de l'arborescence de contenus que la région propose, ainsi que les manuels libres. 10 000 enseignants sur 40 000 enseignants aujourd'hui. Donc il y a un temps de mise en route, de rodage qui est normal, mais je vous disais, il y a 85% des enseignants qui utilisent déjà la plateforme, ce qui veut dire quand même que l'outil, même s'il nécessite parfois un petit peu de formation, est quand même suffisamment didactique pour être utilisé par l'ensemble des enseignants. Oui, Jean-Baptiste Noyac, vous voulez rajouter quelque chose ? C'est intéressant cette question des dotations et des moyens, parce que j'ai vu que pour développer une IA souveraine, Elisabeth Borne avait annoncé que l'éducation nationale allait développer une IA souveraine pour aider les profs à préparer leurs cours, qui allait coûter 20 millions d'euros, qui seraient disponibles en 2026. Je ne suis pas sûr que ce soit la priorité des priorités. On en parlera tout à l'heure justement de l'IA absolument avec Elisabeth Borne. Formidable, parce qu'il y a une vraie question d'emploi des moyens, parce qu'en réalité, d'abord, je ne suis pas sûr que le meilleur emploi de l'IA ce soit pour aider les profs à préparer leurs cours. Je pense qu'ils peuvent très bien le faire, mais ce n'est pas à l'éducation nationale de développer un outil pour ça. Donc non, je suis très intéressé à ce qu'on puisse aborder. Mais justement, l'intelligence artificielle, ce sera notre dernière partie, parce que c'est vrai que c'est aussi une révolution qui s'invite aujourd'hui dans nos établissements scolaires, mais je voulais vous faire encore réagir sur ces manuels scolaires et ces outils que l'on trouve en ligne finalement, parce que ça pose une autre question, c'est celle de nos rapports aux écrans, qui sont souvent décriés par la communauté scientifique, et je vous propose d'ailleurs que vous écoutiez à ce sujet la ministre de l'Éducation nationale, Elisabeth Borne. Apaiser le climat scolaire, c'est d'abord une bataille résolue, mais aussi raisonnée, contre ceux qui abîment, détournent et fragilisent, notamment le fléau de la surexposition aux écrans, sur lesquels nos élèves passent plus de 5 heures par jour en moyenne. 5 heures durant lesquelles ils sont livrés aux aléas des algorithmes, avec tout ce qu'ils peuvent charrier de violence et de contenu inadapté. Je pense aussi aux dégâts causés par le cyberharcèlement, aux troubles relationnels et cognitifs, sans compter l'impact sur l'attention en classe. C'est pourquoi, dès cette rentrée, le dispositif portable en pause au collège entre pleinement en vigueur. Il s'agit de garantir qu'aucun collégien n'utilise son téléphone portable au sein de l'établissement. Voilà, alors on parlera aussi du téléphone portable dans cette émission, mais je voudrais vraiment avoir chacun votre avis sur ce sujet. Est-ce que finalement ce développement du numérique ne vient pas contredire toutes les alertes des scientifiques au sujet du danger des écrans justement ? Est-ce que ça ne va pas en contradiction et à contre-courant de cette tendance qui est justement de ranger de plus en plus ces écrans afin de s'en détacher et éviter cette addiction dont parle la ministre ?
Je pense qu'il faut faire attention effectivement sur l'usage. Plus que l'écran, c'est l'usage qu'on en fait, comme partout. Et aujourd'hui, le vrai problème, la vraie difficulté que rencontrent aussi bien les enseignants que les parents eux-mêmes et indirectement, même très directement les élèves, c'est davantage le téléphone portable et toutes les notifications et toutes les sollicitations que ça implique, et même toute la captation d'attention finalement que ça peut avoir aussi bien à domicile qu'en cours, tous les effets pervers sur la captation d'images typiquement en cours, sur le cyberharcèlement, sur les troubles du sommeil. Ça, c'est un vrai fléau pour le coup pour les jeunes, et qui plus est les collégiens, mais c'est des problématiques qu'on rencontre évidemment dans les lycées. Et le sujet, puisqu'on parlait des ordinateurs que l'on dote et que la région distribue finalement aux lycéens, qui est un sujet où finalement on a remplacé le manuel papier par un outil qui ne permet pas toutes ces distractions et qui reste un outil focus enseignement et apprentissage. Et nous avons, alors Elisabeth Borne parle de la généralisation des collèges sans téléphone portable. Nous avions lancé en Ile-de-France une expérimentation dans les lycées, où on fait des lycées sans téléphone, zéro portable à l'école, et nous généralisons en cette rentrée ce dispositif-là. Ce qui permet, encore une fois, sur la base du volontariat et sur le libre choix des établissements, de se doter d'équipements pour de casiers, par exemple. Mais ça fonctionne vraiment, parce que ça a été assez décrié justement par le corps professoral en disant que certains élèves faisaient des vidéos TikTok dans les toilettes, vous voyez. Alors, c'est ça. En tout cas, pour ce qui est de l'expérimentation qu'on a lancée, il y a une centaine d'établissements sur les 570 en Ile-de-France qui se sont essayés à ce dispositif-là, et les retours sont très favorables, sont très positifs. Puisque finalement, concrètement, encore une fois, ce sont les établissements qui définissent les modalités d'usage ou de non-usage des téléphones portables. Vous avez des établissements où les élèves ont l'obligation de mettre leur téléphone dans un casier et le récupérer à la fin du cours, ce qui permet d'éviter toutes les distractions, les envois de messages, les consultations de vidéos que l'on peut avoir en classe, et même les bruits parasites liés au téléphone portable. Vous avez d'autres établissements qui laissent les élèves décider de garder ou non leur téléphone et de le mettre dans la box, à condition que si jamais le téléphone se retrouve sur le bureau, la sanction est très sévère. C'est le cas par exemple d'un lycée à Maurepas, le lycée de Maurepas, et ça fonctionne très bien. Donc les retours sont positifs. Donc jusqu'à présent, c'est la raison pour laquelle nous, on a décidé de généraliser cela et de proposer à l'ensemble des établissements qui le souhaitent, encore une fois, de pouvoir bénéficier de ces équipements. Je vais aller vers vous dans un instant, Jean-Baptiste Moyac, mais avant, Adrien Misson, je voulais vous entendre aussi sur cette question. Est-ce que, justement, c'est bien de généraliser aussi l'interdiction du téléphone portable dans tous les lycées de France? Certains ne sont pas forcément favorables, ça a l'air d'être le cas. C'est mon cas, tout à fait, pas du tout. Enfin, ce que vient de dire l'invité précédemment, je partage évidemment, et il faut laisser la main aux équipes évidemment et aux établissements de décider si le téléphone portable doit être interdit et s'il pose un problème au sein de l'établissement. Ça peut être une ressource, le téléphone portable. Moi, je suis professeur d'espagnol, j'ai des élèves qui font des prises de parole en continu avec leur téléphone portable et qui me l'envoient, et il n'y a aucun problème. Et ça marche d'autant mieux que effectivement, je n'ai pas vraiment d'autres moyens efficaces pour les faire s'enregistrer tous en même temps. Donc voilà, il faut faire attention à ces effets d'annonce et ces interdictions qui tombent de Paris et qui se généraliseraient partout, même là où il n'y a pas de problème, et qui créeraient eux-mêmes des problèmes. Parce que récupérer tous les téléphones portables d'un établissement, en fonction de la taille de l'établissement, ça peut être problématique. Et puis, qu'est-ce qui se passe si jamais l'ensemble des téléphones portables sont récupérés et qu'il y a une dégradation qui a lieu, je ne sais pas, ou un vol, il y aurait, ça pourrait engendrer d'autres problèmes. Donc voilà, je répondais à votre question. L'interdiction des téléphones portables à l'école de façon généralisée, tout net, ça me paraît être une voie vers laquelle il ne faut pas aller. Jean-Baptiste Moyac, on a bien compris effectivement que le téléphone portable présentait un certain nombre d'avantages, c'est vrai, pédagogiques aussi, mais ça présente aussi un nombre innombrable finalement, enfin une quantité innombrable d'inconvénients, les réseaux sociaux, effectivement tout ce dont on a parlé aussi sur l'addiction aux écrans, peut-être des élèves qui jouent moins dans la cour de récréation. Si on imagine un monde dans lequel tous les élèves peuvent consulter leur téléphone portable avec les problèmes d'obésité, etc. Et il y a 20 ans de ça, on n'utilisait pas non plus le téléphone portable, on pouvait faire sans. Quelle est votre position à ce sujet ?
Moi, alors je ne me prononce pas pour le lycée parce qu'en effet, mes écoles, c'est sur le primaire et le collège. Ouais. Mais ça commence déjà aussi. Pour ce qui est du primaire et du collège, je pense que le rapport coût-bénéfice du téléphone portable à l'école est nul. C'est-à-dire que vraiment, ça n'a aucun intérêt pédagogique et par contre, ça n'a que des inconvénients par rapport au harcèlement, par rapport aux addictions aux réseaux sociaux, par rapport aux écrans. Enfin, il faut vous rendre compte là qu'il y a des addictions qui sont quand même très 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 fortes et on doit lutter contre ça. On doit apprendre à nos élèves à se maîtriser simplement dans leur relation au portable. On a vous savez que sur Snapchat, vous avez un phénomène qui s'appelle les flammes. Donc vous devez simplement, parce que vous avez une interaction avec une personne, vous cumulez des flammes. Et le problème, c'est que si vous n'avez pas d'interaction avec une personne pendant un jour, eh bien vous n'avez plus de flammes. Toutes les flammes que vous avez accumulées depuis, et les flammes ne disent rien d'autre que on a une relation ensemble. Donc c'est vraiment, ça ne sert à rien. Simplement, tout est fait pour vous rendre addict. Tout est fait pour vous rendre addict. Et moi, j'ai des élèves qu'on emmène en voyage scolaire et qui doivent récupérer leur portable une demi-heure pour pouvoir faire leur flamme. C'est-à-dire qu'on est dans un truc qui est complètement pensé par des ingénieurs qui veulent activer les circuits de la récompense, la neurodopamine et tout, pour rendre addicts nos jeunes. Et nous, on ne se donne pas les moyens de parce que si vous avez une flamme, il n'y a pas d'argent ou un voyage, d'accord. Ça n'a aucun intérêt, c'est vraiment c'est auto-entretenu. Donc, il y a un vrai enjeu. Donc, nous, évidemment, le téléphone portable est interdit dans l'établissement, au primaire, au collège. Donc les élèves le donnent à l'entrée et puis ils le récupèrent à la fin. Mais c'est vrai qu'on est des petits établissements et que c'est sans doute beaucoup plus lourd à mettre en place dans des plus gros établissements et à plus forte raison dans des lycées qui sont encore plus conséquents. Oui, parce que le casier notamment, puisque vous parliez de ça, peut coûter aussi cher à un établissement qui n'a pas forcément les moyens de se l'offrir. Ça peut être 15 € par casier, par exemple, par élève. Aujourd'hui, en cette rentrée en tout cas, la région a une nouvelle ligne budgétaire dédiée au financement de ces casiers dans chacune des classes et ça représente un coût de 5 000 € par lycée. 5 000 € par lycée pour doter l'ensemble des classes. Donc c'est quelque chose c'est une dépense qu'on est capable d'assumer et qu'on assume. La question maintenant, c'est les établissements vont-ils s'en saisir ou pas? Il y a beaucoup d'établissements qui en ont fait la demande, d'autres qui sont plus réservés ou qui n'ont pas, comme le disait à l'instant votre collègue, qui n'ont pas de sujet particulier avec... et ça dépend effectivement des établissements. Il y a des établissements où le téléphone portable ne pose pas ou peu de problèmes et donc c'est pas nécessaire de s'engager dans un dispositif comme celui-ci. Vous en parliez tout à l'heure, messieurs, cette révolution qui touche tous les secteurs d'activité et puis bien évidemment en premier lieu les écoles, les collèges, les lycées, les universités. Je parle bien évidemment de l'intelligence artificielle. Je vous propose d'écouter une nouvelle fois la ministre de l'Éducation nationale, Elisabeth Borne. Aujourd'hui, une grande majorité des élèves utilisent une IA générative sans toujours en comprendre les ressorts. Dès cette rentrée, pour les sensibiliser aux bonnes pratiques comme aux limites de l'IA, des formations seront proposées à tous les collégiens et lycéens et rendues obligatoires pour les élèves de 4e, de seconde et de première année de CAP. Sur l'IA, l'écart ne doit pas se creuser entre les élèves et leurs professeurs. Les professeurs seront eux aussi formés massivement et une IA sera mise à leur disposition dans les prochains mois. Adrien Misson, l'intelligence artificielle, ami ou ennemi des profs? Joker. Effectivement, l'intelligence artificielle peut être un ami, évidemment, un ami des enseignants. C'est une révolution. Il ne faut pas laisser le train passer. Il faut monter dans ce train qu'est l'intelligence artificielle, mais il ne faut pas le faire à n'importe quel prix et n'importe comment. Vous savez, mon organisation syndicale, l'UNSA, a participé à un cycle de réunions, de groupes de travail visant à cadrer l'utilisation de l'intelligence artificielle au sein de l'éducation nationale. À l'UNSA, nous, on y croit à l'intelligence artificielle. Ça peut représenter effectivement de grandes avancées, mais effectivement, il faut rester prudent. Et puis, je viens d'écouter la ministre, il faut aussi se former
à l'IA, se former, avoir du temps et des conditions pour le faire, parce que à l'heure actuelle, au 29 août 2025, les enseignants se forment comme ils le peuvent, en fonction de leur temps et de façon très sauvage sur l'intelligence artificielle. À l'UNSA, on a créé un cycle également de formation syndicale sur l'intelligence artificielle. Cette année, on aura une journée d'études et de recherche sur l'IA, et ces événements, ils font le plein. C'est bien qu'il y a une envie de la part des enseignants de se saisir de cet formidable outil que représente l'intelligence artificielle. Ouais. Encore faut-il que notre ministère nous accompagne effectivement à le faire. Je ne sais pas vous, messieurs, mais moi personnellement, j'aurais adoré avoir ChatGPT lorsque j'étais élève, n'est-ce pas? Quand vous avez une dissertation à faire, ça vous fait quand même gagner beaucoup de temps. Est-ce que ce n'était pas la mort aussi de ce type d'exercice? De la même manière que j'imagine peut-être que nos parents nous auraient dit, quand nous étions nous-mêmes lycéens, nous aurions adoré avoir des moteurs de recherche, Internet, Google, ou d'autres encyclopédies en ligne qu'on avait. Vous avez raison, mais là, en l'occurrence, on vous propose un texte vraiment qui est parfois brillant, d'ailleurs, il faut le reconnaître. C'est très compliqué aussi de savoir si ce texte a été véritablement écrit de façon très originale par un élève ou s'il a été généré par une intelligence artificielle. Oui, et je pense que vraiment l'enjeu, il est là. Il est non pas de développer des IA à 20 millions d'euros pour apprendre aux profs ou aider les profs à préparer leurs cours. Honnêtement, soit les cours sont bons et l'IA les aidera à continuer à faire mieux, mais ce n'est pas l'IA qui va faire que les cours soient meilleurs. Donc l'enjeu, il n'est pas là. L'enjeu, il est d'abord... Et puis honnêtement, quand on voit les outils internes de l'éducation nationale, quand j'entends l'éducation nationale va développer une IA, vous regardez la plateforme d'affectation interne de l'EducNat, c'est des pages AOL des années 2000, quoi. Ah oui. Donc on est quand même très très loin du cœur de compétences de l'éducation nationale. Donc il y a un vrai enjeu, à mon avis, en revanche, de penser l'utilisation de l'IA à l'école. Et c'est deux choses. D'abord, c'est les logiciels d'adaptive learning. Nous, dans nos écoles, c'est là-dessus qu'on essaie de travailler, parce que ce sont des logiciels qui vous permettent d'adapter les exercices aux notions des élèves et aux lacunes des élèves. Et donc comme ça, on donne des exercices qui vont permettre de travailler ce qui n'est pas maîtrisé. Et toujours, le professeur est indispensable. Et puis, le deuxième aspect, c'est la maîtrise des prompts. Et ça, en effet, ce que disait le syndicaliste de l'UNSA est très juste, c'est qu'on peut former les profs et les élèves aussi à bien utiliser les prompts, à bien dicter un prompt. Voilà, les prompts, ce sont les consignes qu'on entre dans une intelligence artificielle. Exactement. Et ça, en effet, c'est exactement le même rapport à l'IA que nous avons eu avec Internet, ou que nos parents auraient eu avec Internet, c'est-à-dire d'être capable d'utiliser cet outil correctement. Eh bien, merci à vous trois de m'avoir accompagné lors de cette première partie. On poursuit cette émission avec cette exposition qui grogne si fort que vous pourriez peut-être fuir. Alors, il faut dire que cette installation est particulièrement réaliste. Des dinosaures ont pris possession de la porte de Versailles à Paris, figurez-vous. Leur extinction est prévue ce dimanche. Donc il va falloir que vous alliez très très vite regarder cette exposition. Le temps pour nous de vous proposer un tour d'horizon de cette époque finalement où les T-Rex et les autres vélociraptors imposaient leur loi. Bonjour Serge Victoria. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Alors, vous n'êtes pas un dinosaure. Non, j'ai pas cette impression. Non, ça va. Vous me faites pas peur en tout cas. Je rappelle que vous êtes donc directeur artistique chez Encore Production, qui produit donc l'exposition Dino Alive à voir à Paris Expo, porte de Versailles. C'est jusqu'au 31 août, donc il faut absolument que vous vous dépêchiez. Attention, prolongé suite au succès 14 septembre. Ah, mais attendez, si vous arrivez comme ça avec des bonnes nouvelles aussi, Serge Victoria, franchement, on va vous réinviter la semaine prochaine, vous le dites. Avec plaisir. En quoi cette exposition est-elle unique? Je vous pose cette question parce que, à titre personnel, j'en ai déjà vu des expositions avec des dinosaures qui gesticulaient, qui bougeaient. Celle-là, elle est spéciale quand même. Oui, elle est spéciale parce que déjà, c'est vraiment une plongée immersive. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les expos sont traduites comme des expériences immersives. Donc vous êtes vraiment immergé. Il y a 40 dinosaures en taille réelle, en plus, c'est ça qui est impressionnant. Et en même temps, vous avez des zones interactives. On a une zone VR, on a une zone en aquarium, on a un aquarium, un faux aquarium, mais c'est un aquarium quand même, en immersion. Vous avez des zones d'activité. Non, ça a vraiment beaucoup changé le monde de l'exposition. Et c'est vraiment devenu des attractions. On est dans le film. Ouais. Et je pense que la meilleure façon d'illustrer ce que vous venez de dire, c'est de regarder clairement des images. Je vous propose de découvrir la bande-annonce et on en parle juste après.
Alors, ce que vous venez de voir à l'instant, il faut quand même le préciser, hein, c'est un succès mondial, puisque vous êtes passé à travers plusieurs villes, à Washington, Montréal, c'est vraiment une exposition qui tourne à travers le monde. Toronto, Los Angeles, on a fait une grande partie aux États-Unis, l'expo, on va à Bruxelles, on va dans toute l'Europe, en Angleterre, et prochainement sur les pays d'Amérique du Sud. Donc c'est vraiment un succès mondial sur cette exposition, à la fois parce qu'elle est bien faite, il faut aller la voir, et effectivement, elle est vraiment dans cette position d'immersion. Donc c'est vraiment un voyage, vous êtes à l'intérieur du Jurassic Park, où vous allez pouvoir effectivement vivre une expérience incroyable. Pour petits et grands d'ailleurs. Oui, c'est ce que j'allais vous demander, parce qu'on voit des enfants là, mais est-ce que si par exemple, à 30 ans passés, hein, sans vous révéler mon âge, est-ce que je peux aussi y trouver mon compte? Non, vraiment, elle est faite justement pour ça aussi, c'est qu'effectivement le parent, enfin les parents en tous les cas, qui accompagnent les enfants, puissent aussi s'y retrouver, parce qu'ils redécouvrent la préhistoire, ils apprennent des choses. Cette expo a été faite pas avec des scientifiques, donc on n'a pas fait ça comme ça, c'est pas qu'une expo juste inventée comme ça. Oui, vous n'avez pas regardé Jurassic Park 2 fois et puis vous avez calqué les dinosaures sur cette exposition. Non, il y a un comité scientifique, c'est vraiment fait pour aussi apprendre des choses. On est vraiment ce qu'on appelle aujourd'hui un peu l'edutainment, c'est-à-dire qu'à la fois vous allez pouvoir, c'est ludique, mais en même temps, vous allez pouvoir effectivement apprendre des choses. Et quels sont les dinosaures que l'on va croiser lors de cette exposition? Il y a le tyrannosaure, il y a pléthore, hein, il y en a une quarantaine, donc je n'ai pas les noms exacts, mais effectivement... Mais les plus impressionnants peut-être. Le tyrannosaure, c'est le plus grand, c'est le plus gros, et effectivement, comme vous êtes en taille réelle, ça peut monter jusqu'à 8 à 10 mètres. Alors justement, ça a été ça peut-être le plus grand défi de cette exposition, pouvoir faire rentrer tous les dinosaures qui sont à taille réelle dans ce parc des expositions. Ouais, c'est toujours la difficulté, mais c'est la difficulté dans toutes les villes, c'est de trouver la place pour les rentrer. Parce que là, vous les avez vus dans la bande-annonce, on les avait lâchés dans la ville, mais non, en général, ils sont plutôt parqués, et donc effectivement, ça prend de la place. Donc c'est de la logistique, et c'est ce qui fait aussi le succès de l'exposition, c'est qu'effectivement, vous allez rêver à voir effectivement à taille réelle des dinosaures. Et quel est le dinosaure le plus impressionnant, vous, à titre personnel, que vous avez croisé lors de cette exposition? Non, c'est encore une fois le tyrannosaure. C'est vraiment la star, quoi. Ouais, c'est la star. Moi, j'aime bien toute l'exposition. Il y a aussi, il faut le noter, il y a une expérience en VR, en métaverse. Oui, on va en parler absolument. En réalité virtuelle, que vous pouvez faire, qui est aussi devenu aussi un élément essentiel aussi dans la production d'expos, et qui fait partie aussi de l'immersion. Mais ces dinosaures, comment avez-vous fait pour faire en sorte qu'ils bougent? Quelle est la prouesse technique qui se cache derrière ces monstres d'acier que l'on peut croiser porte de Versailles? Non, la prouesse technique, en finale, elle vient de la magie Disney. Je ne sais pas si vous avez déjà été dans les parcs d'attractions de chez Disney, sûrement. C'est arrivé. Et vous voyez bien que tout ce développement d'animatrix, comme on les appelle, effectivement, c'est aussi ce succès-là, cette technologie, ces innovations qui avancent et qui avancent. Et puis, je pense que d'ici, j'ai envie de dire quelques mois, où on va pouvoir les faire... Enfin, pas parler, mais ils vont avoir vraiment les vraies voix de l'époque, enfin les vrais sons. Ça devient vraiment, en termes de technologie, c'est une expo qui coûte cher, enfin qui a coûté cher à produire, parce que justement on intègre de l'innovation aussi sur ce qu'on appelle des animatrix. Oui, parce qu'ils sont vraiment très réalistes, vraiment je tiens à le dire, parce que quand vous regardez ces images-là, vous avez vraiment l'impression, alors personne n'a croisé de dinosaure de son vivant, bien évidemment, mais en tout cas, ils représentent ce que l'on imagine d'un dinosaure. La peau, par exemple, elle est faite avec quelle matière? Enfin, on a vraiment l'impression qu'il y a une peau telle que celle qu'un reptile peut porter, vous voyez? Non, mais il y a vraiment comme je dis, on a travaillé avec un comité scientifique, donc qui nous disent exactement quelle couleur, quelle peau, comment adapter, quel reflet ça peut avoir. Ça va assez loin sur les yeux, sur la façon même de bouger, même si ça reste encore des animatroniques. On va quand même très très loin. Et ce qui fascine encore plus aujourd'hui les dinosaures, c'est qu'ils ont existé, en fait. C'est ce que les gens oublient. Enfin, ils n'oublient pas, mais c'est ce qui fascine encore plus, c'est que souvent, on va voir des films, il y a une espèce de dragons, de choses comme ça. Ils n'ont pas existé. Là, vous vous dites, ah zut, merde, en fait, ils ont vraiment existé. C'est pour cette raison qu'on est tous fascinés aujourd'hui par les dinosaures petits et grands? En tous les cas, c'en est une, parce qu'ils ont vraiment existé, donc ça nous fascine. On se dit, ils étaient là il y a plusieurs millions d'années. Et la conception d'un dinosaure, par exemple, comme le tyrannosaure, ça dure combien de temps? Le fait de monter tous ces éléments de façon à faire en sorte que ça
prenne vie? Ça prend du temps? Toute l'expo, en fait, aujourd'hui, c'est pareil, c'est une logistique, c'est de l'innovation, c'est beaucoup de gens aussi derrière qui travaillent. Il y a une grosse équipe en termes de ce qu'on appelle, nous, ceux qui vont monter l'expo, qui vont la mettre en place. Ça peut prendre presque entre 3 semaines et presque 1 mois de montage. Non, c'est long. Bah oui, parce l'expo est située sur presque 3000 mètres carrés. Donc ça reste quand même beaucoup d'éléments à mettre en place, mais c'est une logistique aussi qui est extrêmement permanente et des équipes qui sont assez incroyables. Je ne suis vraiment pas tout seul. Alors vous l'avez rappelé, l'objectif de cette exposition, bien évidemment, en premier lieu, ce n'est pas forcément de faire peur aux visiteurs, c'est aussi de proposer une forme de narration et d'expliquer très clairement à quoi ressemblait la vie à l'époque des dinosaures, aux périodes Crétacé, Trias, Jurassique. Qu'est-ce qu'on va apprendre aujourd'hui? Parce que c'est vrai que la vie des dinosaures, on sait à peu près à quoi elle ressemblait à l'époque, dans la mesure où on a tous vu des films qui sont malgré tout assez réalistes. On est allé à l'école aussi, on a lu des livres quand on était enfant notamment. Qu'est-ce qu'on va apprendre de plus finalement? On va apprendre, il y a des indications en fait, ce qu'on appelle nous des cartels, c'est-à-dire de l'information écrite, que vous pouvez lire ou pas d'ailleurs, parce qu'il y a des enfants effectivement qui sont plus petits et qui sont moins encore sujets à lire extrêmement. Et c'est là où effectivement les parents puissent lire des cartels. Il y a des informations qui sont dictées tout au long de l'exposition. Et là, effectivement, vous pouvez voir comment ils mangeaient, qu'est-ce qu'ils mangeaient, avec qui ils vivaient, est-ce qu'ils étaient carnivores, est-ce qu'ils étaient... Voilà, il y a plein d'informations en fait comme ça qui sont en double lecture, encore une fois faites par le comité scientifique. Ce sont les fameuses stations d'apprentissage dont vous parlez? Il y a aussi les stations d'apprentissage où effectivement là on cherche aussi il y a les fouilles, c'était pour un peu voir comment on a redécouvert en fait ces squelettes. En fait, aujourd'hui, un dinosaure qui existe, c'est un squelette, évidemment. Donc nous, on a passé ce cap. On a travaillé pour faire que les dinosaures soient encore plus vivants. Donc, ce n'est pas que des squelettes, mais il y a aussi la partie squelette pour expliquer effectivement aux enfants comment ils ont été trouvés, comment on a réussi à reproduire ces animaux et comment effectivement on les a trouvés et comment ils étaient à l'époque. C'est parce que dans les musées, dans les grands musées aussi, on voit évidemment les squelettes. Oui, parce que les enfants peuvent se mettre dans la peau de véritables paléontologues. Ça, c'est quand même un gros succès aussi. Oui, ça c'est un gros succès, mais c'est un gros succès parce qu'aujourd'hui le public, le public veut participer, il veut être actif dans l'exposition. Et cette exposition aussi, c'est sa force, c'est l'interactivité. C'est-à-dire que vous êtes acteur de l'histoire. Donc vous êtes vraiment... on ne chasse pas les dinosaures, mais on essaie de les trouver. On a même un parcours où vous pouvez courir avec les dinosaures pour voir si vous pouvez courir aussi vite. Et la réponse, c'est que c'est un peu compliqué. Ça ne marche pas à tous les coups. Ça ne marche pas à tous les coups. Il faudrait essayer Cushion Ball, peut-être ça marcherait, on ne sait pas. Alors c'est vrai qu'on le voit peut-être un peu moins dans cette bande-annonce que l'on a vue tout à l'heure, mais vous proposez aussi un voyage à travers un parcours de réalité virtuelle. On est téléporté dans quel contexte? On arrive à quelle époque? Où est-ce qu'on est dans la jungle? Ouais, alors en fait, il y a un storytelling en fait, parce que c'est toujours difficile, on ne rentre pas les gens comme ça d'un coup, hop, ça y est, on est passé, on a mis un casque et on bascule directement au milieu des dinosaures. Il y a une histoire donc vous êtes invité à découvrir et à vous retrouver dans un parc à dinosaures. Et donc il y a quand même un storytelling. Et effectivement, on vous raconte l'histoire avec... Là, vous allez vivre, alors là, vous êtes vraiment à l'intérieur en 360 avec des dinosaures. Alors les dinosaures qui sont reproduits évidemment en réalité virtuelle, parce que la réalité virtuelle, c'est virtuel, comme on le dit, c'est pas du 360. On les a pas filmés à l'époque en réel. Donc c'est vraiment la réalité virtuelle. Et ça vous plonge à l'intérieur. Et là, on vous raconte un peu l'histoire de leur naissance jusqu'à la fin où effectivement, il y a eu la destruction de tous les dinosaures, 75% des animaux sur Terre à cette époque. Et je voudrais qu'on conclue rapidement avec vous aussi avec cette salle de projection sous-marine qui là est 360 degrés. À quoi les océans ressemblaient-ils alors à cette époque, au Trias, Crétacé, Jurassique? Alors là, faudrait aller voir parce que à quoi ça ressemblait, c'est-à-dire qu'il y avait quand même des animaux marins qui étaient un peu quand même assez différents de ce qu'on pourrait trouver aujourd'hui. Un peu plus agressif aussi en même temps, quoique, il y en avait sûrement des très sympas aussi. Mais on va reproduire la faune de l'époque que vous avez sur un format en 360 en immersion. Et en même temps, vous avez de l'interactivité. Donc c'est ça qui est amusant, c'est que vous pouvez à la fois jouer avec les animaux
qui sont effectivement diffusés sur les écrans. C'est donc dédié aux plus petits comme aux plus grands. Merci beaucoup Serge Victoria. Je rappelle que vous êtes directeur artistique chez Encore Productions qui produit donc l'exposition Dino Live à voir absolument à Paris Expo, porte de Versailles. Vous avez encore le temps. Vous jouez les prolongations. Jusqu'au 14 septembre, vous voyez, vous avez encore le temps. Vous pouvez aller en prendre vos places sur Internet. Merci à vous. Avec grand plaisir. Merci à vous. On termine cette émission avec votre dernière chronique. Par ici les sorties. Je sais que c'est le moment que vous préférez parce que c'est ce moment précis grâce auquel vous allez pouvoir prendre de précieux conseils pour passer peut-être un week-end absolument formidable. C'est le dernier week-end d'août, peut-être que vous allez reprendre le travail à partir du 1er septembre. Eh bien, Françoise Dargent va égayer votre week-end. Bonjour Françoise. Bonjour Damien. Bien, soyez la bienvenue sur ce plateau. Ah, mais c'est certain, parce que là, vous nous avez concocté quand même un programme assez riche et passionnant. Il y en aura pour tous les goûts. Il y a l'exposition du théâtre, vous allez voir. Vous avez choisi de nous parler donc de l'exposition L'Art Brut au Grand Palais. C'est la première exposition d'envergure qui présente une extraordinaire collection d'œuvres de ces artistes inclassables issus d'une donation faite par le collectionneur Bruno Decharme au Centre Pompidou. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus justement sur cet événement? Alors inclassable, vous avez employé le bon mot parce que c'est vrai que l'art brut c'est plus une appellation historique qu'une stricte définition. C'est cet art qui a été réalisé par des personnes qui étaient un peu en marge des circuits culturels traditionnels, des personnes qui étaient aussi en marge de la société parfois, puisque certains ont été réalisés par des personnes qui étaient internées ou qui étaient considérées comme fous. Ouais. C'est Jean Dubuffet qui a théorisé cette définition en 1946. Il n'était pas le seul à s'y intéresser. Il y avait aussi les surréalistes qui sont intéressés, André Breton. Et on se retrouve donc au Grand Palais face à des œuvres qui sont chargées, qui ont une forte charge émotionnelle, forte charge artistique, qui sont entourées de mystères. Et c'est un peu ce qui frappe dans cette exposition. Et est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus justement sur ces œuvres qui sont exposées? Est-ce que ce sont plutôt des peintures, des sculptures? Alors il y a un peu de tout, c'est foisonnant. Là, pour le coup, c'est vrai que c'est très très riche. Il y a des peintures, il y a beaucoup de dessins, il y a des écritures, il y a des objets qui sont fabriqués, des jouets, des pantins ou même des objets en matériaux souvent, c'est les matériaux dont ces gens-là disposaient. Donc on a par exemple ces avions qui ont été faits par un artiste qui s'appelle Georgie, qui sont des grands avions faits d'assemblage en carton. Et cet homme voulait sauver le monde, il voulait emmener le monde en voyage. Donc on peut voir un de ces avions dans l'exposition. On est face à on est assez saisi. Il y a aussi les artistes d'art brut, notamment ceux qui ont été découverts par Dubuffet, inventaient aussi des écritures parce qu'ils pouvaient avoir des problèmes pour s'exprimer. Donc ils inventent des écritures, ils inventent des mondes. Donc on a des rouleaux de papier recouverts, saturés d'écriture, d'une écriture bleue. On a des feuillets remplis de calculs. Donc c'est assez saisissant. Et ce qui m'a frappé aussi, c'est la fragilité de ces œuvres. Ce sont des supports, ils n'avaient pas forcément des toiles à leur disposition. Donc ça peut être des cahiers d'écoliers, des factures, des ordonnances, du tissu. Donc, mais derrière le côté bricoleur, il ne faut pas se tromper. Il y a toujours un message. Ce sont des personnes qui étaient souvent obsédées par la mort ou par l'idée de la fin du monde, quelquefois certains se pensaient investis d'une sorte de rôle de messie. Donc il y a toujours une signification très profonde derrière toutes ces œuvres. Mais d'où ces œuvres proviennent-elles exactement? Alors là, c'est un peu particulier parce que cette exposition qui s'appelle Art Brut est en fait là une exposition qui est montée à partir de la collection de Bruno Decharme, qui a travaillé dans le cinéma et qui, à partir des années 70, a commencé à s'intéresser à ce qu'on appelait l'art brut. Il a monté une collection, il a créé un pôle de recherche autour de l'art brut. Et en 2021, il a donné sa collection au Centre Pompidou, donc près d'1 millier d'œuvres. Alors c'est un peu la limite aussi de l'exposition, parce que ce n'est pas une exposition vraiment sur l'art brut, c'est l'exposition de la collection de Decharme, qui en est aussi le commissaire. Donc là, voilà, ça peut poser un peu scientifiquement, voilà, c'est sa collection, il en assure le commissariat. Donc on voit de très très belles choses.
le propos pour éclairer cet art est peut-être un petit peu plus diffus et moins bien exploré, mais on peut voir vraiment on va dire des grands artistes qui sont aujourd'hui reconnus, qui ont même une cote sur le marché. Aloïs Corbaz, par exemple, qui est cette Suissesse qui dessine, dont elle fait l'affiche de l'exposition, qui a dessiné des milliers de dessins avec ces femmes assez splendides, très colorées. Il y a le Suisse Wolfi qui lui aussi a été interné, mais qui a imaginé son propre monde. Alors on voit ces photos d'architecture. Il invente un monde avec ses cartes, ses châteaux. Il en est le maître. Donc il y a tous ces grands noms de l'art brut. Il y a aussi des anonymes, parce que beaucoup de travaux aussi sont anonymes. Donc c'est une exposition qui émotionnellement est assez marquante. Et autres personnalités aussi qui furent mises en lumière, ce sont les modèles du grand photographe américain Richard Avedon, je ne sais pas comment vous le prononcez. Moi, je dis Avedon, ok. Il a très certainement utilisé Pearl Trees lui aussi. Lui, il fait l'objet d'une exposition, donc ça se passe à la Fondation Henri Cartier-Bresson. Alors pourquoi vous l'avez choisi, cette exposition d'ailleurs? Alors déjà, parce que vous m'avez posé une colle quand vous avez dit que l'émission redémarrait cette semaine. Je me suis dit, mais de quoi va-t-on parler? On a déjà parlé de tout. Et en regardant la liste des expositions à Paris, je me suis dit, mais c'est une bonne réponse, on est passé à côté de cette exposition. Donc il faut absolument que j'en parle, d'autant qu'elle se prolonge encore quelques temps. Et Richard Avedon, donc c'est ce grand photographe qui est plutôt le photographe des mannequins, grand photographe de mode, qui a travaillé pour Vogue, qui a fait plein de couvertures de Vogue, qui a photographié aussi plein de célébrités, des écrivains. Et là, au début des années 80, un musée du Texas lui passe une commande. Il lui demande d'aller photographier les gens de l'Ouest américain. Et donc, Avedon quitte son studio américain, où se pressent d'habitude tous les mannequins, et il va photographier ces gens, alors des kidam, ce ne sont pas des gens connus, donc il photographie les gens de la rue, des mineurs, des travailleurs, des jeunes gens, des groupes. Donc on a un portrait assez saisissant de cet Ouest américain au début des années 80. Et c'est un photographe qui travaille quand même de manière assez particulière. Alors là, il travaille de manière particulière parce qu'il il travaille à la chambre photographique. Je vous ai déjà parlé de cet appareil qui est assez imposant, qui ne passe pas inaperçu. Oui, vous ne le prenez pas en vacances. Voilà, on ne le prend pas en vacances. Donc il y va avec une armée d'assistants. C'est assez formel. Il fait poser ses sujets sur un fond blanc. Donc voilà, et tous sont dans la même position, mais il y a un échange entre les sujets et le photographe qui est assez intense. Donc on a l'occasion à la Fondation Henri Cartier-Bresson de voir les 110 tirages qu'il a choisis pour faire son livre In the American West. Donc ça, c'est un peu une opportunité de les voir, des tirages qui ont été choisis par Avedon lui-même. Et on a un peu le making-of, c'est ça que moi j'aime bien aussi, c'est qu'on voit comment il a travaillé, il y a des polaroids, il y a des échanges de courriers. Donc on est un petit peu dans l'atelier du photographe et ça c'est toujours intéressant. Françoise Dargent, vous avez à peu près 2 minutes 30 pour nous emmener au théâtre, voilà, pour nous parler d'une pièce qui fait ses débuts en cette rentrée parisienne, mais c'est pas vraiment une petite nouvelle. Non, ce n'est pas une petite nouvelle. Alors c'est une petite nouvelle dans le sens où elle débute tout juste, là aussi, il fallait que je trouve quelque chose qui commençait. Vous avez relevé le défi. Voilà, j'ai relevé le défi, c'est donc hier la deuxième représentation de Art, donc pièce très célébrissime, pièce de Yasmina Reza. Donc on peut parler de classique aujourd'hui, et c'est vrai en revoyant cette pièce, c'est vraiment un classique. Les textes sont ciselés. Alors elle est nouvelle distribution, nouvelle mise en scène. C'est François Morel qui la met en scène. Avec ses copains des Deschiens, donc voilà, Olivier Broche, Olivier Salana, ça marche toujours. Ils sont vraiment excellents. C'est une pièce qui est à la fois sur l'amitié, comment l'amitié dure sur le temps, avec ce tableau, cette fameuse première phrase qui est « Mon ami Serge a acheté un tableau », voilà, qui va être l'objet de beaucoup de critiques. Mais il n'y a pas que le tableau qui sera l'objet de critiques. Donc voilà, c'est savoureux, le public est enchanté. Il y a même des applaudissements dans la représentation, ce qui quelquefois est assez troublant, parce que je me dis, mais laissons-les parler, ces pauvres comédiens. Ils doivent être un peu déroutés même. Non, même pas, ils ont l'habitude. On sent ce sont des amis dans la vie, donc ça se sent aussi, donc c'est pour ça que ça fonctionne bien. Alors on a vu, moi j'avais vu les premiers, Vanek, Lucchini Arditi, il y a eu aussi Berling,
Daroussin et Fromager il y a quelques temps. Oui, il y a eu beaucoup d'adaptations. Voilà, et là, c'est la troisième en France, en tout cas. Et allez-y, les yeux fermés. Hein. Eh ben, on ira les yeux fermés, mais on les ouvrira quand même pour voir le spectacle. Merci beaucoup, Françoise Dargent, rédactrice en chef culture au Figaro. C'est la fin de cette émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Lundi, vous retrouverez Victoire Sicora au Bienvenue en Ile-de-France. D'ici là, je vous souhaite un excellent week-end et à la semaine prochaine sur le Figaro TV.